Bonsoir, bienvenue à tous. Moi, pour ce nouveau numéro de Un avant, un après, j'ai décidé de vous parler de Avatar de Last Airbender ou le dernier maître de l'air en français. Voilà, là où mon collègue a choisi l'animation japonaise, moi j'ai pris l'animation, j'allais dire occidentale, mais il y a eu des épisodes animés en Corée, mais quand même en termes de création, d'influence et de prod, on est quand même sur une série Nickelodeon. Je pense même, en tout cas pour moi, c'est leur meilleur. Après, je n'ai pas vu beaucoup des séries Nickelodeon, mais pour moi, c'est leur meilleure série d'animation, tout simplement parce que je pense que cette série est ma série préférée. Top 3 en tout cas, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, c'est pour moi, c'est du très haut niveau et on va voir pourquoi. On me l'a conseillé Je mille vais fois, parler mais je ne l'ai saison pas par encore saison. vu. Mais du coup, je conseille mille et une fois. Euh, Bah, tout simplement, hein, parce que c'est. En plus, bah, j'y reviendrai à la toute fin, mais salut Sokalala. Salut Sokalala. Alors, ce premier livre, donc les livres, c'est des saisons, tout simplement pour reprendre des termes plus classiques dans les séries, ou un peu, bah, voilà, pour un peu établir le lore. Euh, on vit dans un monde où les gens ont la maîtrise de certains éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Et donc chaque peuple a un peu sa spécialité, où ben, en gros les gens qui vivent dans le royaume de la Terre, ben, ils peuvent avoir la maîtrise de la Terre ou non, c'est un peu aléatoire. Et aussi dans ce monde-là, on a ce qu'on appelle un avatar, une personne qui peut maîtriser les quatre éléments à la fois, et c'est la seule personne qui peut le faire. Et en gros, à chaque fois que cette personne-là meurt, elle est réincarnée dans la nation suivante. Donc un coup, l'avatar, il fait partie de la nation du feu, puis des nomades de l'air, puis des tribus de l'eau, et enfin le royaume de la terre, et ainsi de suite. Le cycle, toujours dans cet ordre-là, le cycle continue. Euh, et donc là, on commence cette série où la nation du feu vient de génocider les nomades de l'air, euh, quasiment, puisque voilà, on suit notre protagoniste, le Aang, et pas Ang, parce qu'on ne parlera pas du film, parce que sinon je vais m'énerver. Donc on suit Aang, qui est ben, le dernier maître de l'air, hein, du coup comme le nom de la série l'indique. Et on va le suivre à chaque saison. Il devra apprendre un nouvel élément, l'eau, le feu, la terre. Non, l'eau, la terre, le feu, dans cet ordre-là. Donc cette première saison, c'est dédié à l'apprentissage de l'eau. Et des trois saisons, c'est sans doute celle qui se repose le plus sur l'aspect aventure et un format très épisodique où à chaque épisode, on a un peu l'aventure de la semaine en découvrant une nouvelle partie de ce monde-là, etc. Et en même temps, comme on a la période de découverte et pour Aang, pour les personnages de manière globale, et pour nous, ça fonctionne très bien. Donc un coup, on est dans un village avec telle spécificité, un coup, on est sur une île avec une culture différente, et même dans un pays, dans une même nation, par exemple, au sein du royaume de la Terre, on peut avoir deux bouts de ce pays-là complètement différents. Un qui sont vivent plus dans les dunes, ceux qui vivent beaucoup plus proches de la Nation du Feu, du coup ils sont peut-être plus en mode fortifié, on va se péter la gueule. Les méchants c'est la Nation du Feu, voilà, le feu c'est les méchants, c'est pas très original, mais bon voilà. Euh, cette première saison, voilà, comme j'ai dit, très axée aventure, très épisodique, mais pas que. Il y a certains doubles épisodes assez importants dans quand même le fil rouge globalement de l'histoire. Voilà, donc pour chaque saison, j'ai pris trois ou quatre images qui sont pour moi les points forts de cette saison-là, et les points clés, les moments les plus stylés, euh, qui représentent un peu à chaque fois un peu les points forts ou de la série ou de la saison en particulier. Euh, donc l'image en bas à gauche, c'est bah, le grand méchant de la série, voilà le maître attends, le seigneur du feu, voilà, Ozai, qui est doublé. Alors j'ai regardé la série en VO, pas en version française. Donc voilà, quand je parlerai des voix, des interprétations et tout ça.
Ce sera pour la VO, je connais pas trop la VF. Mais en tout cas, en VO, ce personnage-là, donc de Ozai est interprété par alors un acteur qui a joué dans Star Wars. Je vais pas dire qui, etc. Mais enfin, c'était une surprise pour moi et j'ai pas envie de la gâcher non plus. Mais voilà, un registre assez différent de ce pourquoi on le connaît dans Star Wars et ça fonctionne très très bien. Et en plus, ce moment-là fait partie d'un épisode où on explore beaucoup par flashback le passé de Aang et de Zuko. Donc Zuko qui est le fils du Seigneur du Feu et qui est un peu le méchant le plus récurrent dans ce premier livre. Et c'est un peu l'occasion de donner énormément de matière et aussi de la nuance en fait. On découvre qu'en fait Aang il est pas forcément... alors il est très vite établi comme un personnage qui fuit un peu ses responsabilités, mais là on découvre un peu tout ce qui a provoqué les raisons de sa survie, etc. Et un peu tout le sentiment de culpabilité vis-à-vis du fait qu'il ait survécu et pas son peuple. Donc on explique le pourquoi du comment. Et de l'autre côté, Zuko, qui est censé, qui est le méchant, on explique qu'en fait d'où il vient, pourquoi il en est, où est-ce qu'il en est, qu'il n'a pas spécialement un mauvais fond. Voilà, donc cet épisode-là, c'est en plus c'est l'épisode qui suit, l'épisode qui est considéré comme le plus mauvais, qui est pas nul, mais c'est vrai que c'est le plus mauvais. Mais bon, il est juste un peu genre un peu osef, qu'on s'en fout un peu. Mais on enchaîne directement avec cet épisode-là qui est vraiment l'un des meilleurs de la première saison et l'un des meilleurs de la série, tout simplement. On a aussi en bas à droite, alors là c'est l'avatar Roku, donc l'avatar avant Aang. C'était un gars de la Nation du Feu. Et il y a aussi un côté très spirituel à cette série-là. Voilà, on a tout l'aspect méditation, harmonie de soi, etc., qui rentre un peu dans la maîtrise des éléments. Voilà, si on est déséquilibré en soi, on va pas forcément être aussi fort dans sa maîtrise, etc. Il y a tout un aspect aussi spirituel. Il y a un monde, je sais pas comment on l'appelle, c'est The Spirit World en anglais. Et je sais pas si c'est le monde spirituel en français, mais en tout cas voilà, c'est un autre plan d'existence qui permet aussi de découvrir plein de choses beaucoup plus fantaisistes, que ce soit en termes de créatures, de décors. Et vient un peu ce côté spirituel, on a l'occasion de développer des choses assez irréalistes dans la série. Et là, notamment, c'est une séquence où l'avatar Roku prend possession un peu du corps de Aang, vu qu'en fait, finalement, ce sont les mêmes personnes, mais réincarnées. Ils ont un peu cette connexion-là. Et on a à ce moment-là très badass. Et c'est la première fois que la série m'a fait un peu ressentir un truc assez épique. Et voilà, donc c'est un peu là où l'épisode qui s'appelle La Tempête, avec voilà, les flashbacks, etc., c'était vraiment le développement de personnage. Là, c'est vraiment cet épisode-là, je me suis dit, waouh, cette série peut être aussi épique. Et enfin, la grande image du dessus, c'est voilà, l'image de finale de saison. Je vais pas dire comment, pourquoi on arrive là, mais là aussi, en termes de trucs épiques, je dirais même d'assez peut-être pas effrayant, mais c'est un peu là où on se rend compte du pouvoir que peuvent déployer certaines personnes dans cet univers-là. Et en plus, voilà, c'est dans le double épisode de fin. Il y a du drama avec les personnages. Il y a un peu tout qui se résout. Il y a une grosse bataille. Enfin voilà, c'est un final de saison méga cool. Et on introduit plein de choses intéressantes en termes de lore avec voilà, le monde spirituel, les pouvoirs de l'avatar, etc. Donc voilà, le premier livre, c'est pas celui que je préfère, mais en tout cas dans sa mission de introduire les gens à ce nouvel univers-là, proposer des corps variés, développer les personnages, proposer des moments épiques, voilà, ça fait très bien son travail. Donc voilà, si avec ce premier livre vous n'aimez pas, je ne sais pas quoi vous dire parce qu'il y a déjà un peu tout ce qui va faire les qualités et le charme de cette série. Le deuxième bouquin, le deuxième livre, alors je dis bouquin, le deuxième livre qui est la deuxième saison, on passe cette fois-ci au pouvoir de la Terre. Donc voilà, Aang doit à présent apprendre à maîtriser l'élément de la Terre. Et c'est là un peu que la série est à son plus, alors je sais pas si ça se dit sériel ou vraiment le fil rouge est vraiment le plus important dans cette saison-là. Où on a vraiment beaucoup d'épisodes qui sont pas forcément nommés de la même manière, mais qui se suivent quand même assez directement. On a surtout une bonne grosse, à peu près entre ouais, le tiers du milieu de la série est quand même très connecté les uns aux autres.
et on c'est un peu l'occasion là, pour le coup, de vraiment développer, comment ce monde vit, en temps de guerre. Voilà, je l'ai pas dit, mais voilà, donc cet univers-là, quand on le découvre, est en guerre depuis 100 ans. Donc la Nation du Feu ont commis un génocide envers les nomades de l'air pour éviter que le prochain Avatar, naisse, parce qu'ils savaient qu'ils allaient, une fois que l'Avatar dans la Nation du Feu est mort, ils savaient que selon le cycle, il allait, naître chez, le peuple de l'air. Donc il s'est dit: «Beh, si on les tue tous, eh beh, il y en aura pas et on pourra conquérir le monde». Heu, ils exterminent ce peuple-là. Sauf que, beh, après, conquérir les autres, pays n'est pas aussi facile. Surtout que voilà, le peuple de l'air était un peuple de nomades, pacifistes, pacifiques. Hem, donc voilà, ils n'avaient pas forcément d'armée et ça a beau être des gens très doués dans leur art, pas d'armée et cetera, et donc voilà, ils se sont fait exterminer. Arriver le peuple de l'eau et de la terre, c'était pas aussi simple, donc voilà, c'est une guerre de 100 ans, voilà, comme en France finalement. Et cette deuxième saison, c'est un peu découvrir, bah, comment les gens se sont adaptés à vivre en temps de guerre, bah, depuis leur naissance. Que ce soit dans la tribu de l'eau, que ce soit dans le royaume de la terre. Évidemment, qu'on met dans le livre de la terre, on se concentre plus sur heu, tout ce territoire-là, du royaume de la terre. Et c'est un peu ce livre-là que les gens prennent en exemple pour démontrer un peu les qualités qui attirent peut-être plus finalement les «adultes», entre guillemets. C'est dans cet élément ouais, qu'on aborde des sujets qui sont quand même un peu, peut-être pas aussi évidents quand on produit une série pour enfants, parce que, beh, c'est une série, d'animation sur Nickelodeon, donc forcément c'est, pour des enfants, des adolescents. Mais là où la série est bien, c'est qu'en fait, la série est bien pour tout le monde, c'est là où elle a toute son toutes ses qualités, c'est qu'elle arrive à avoir plusieurs niveaux de lecture et cetera, et c'est dans cette deuxième saison qu'on va aborder, de la police politique, de la manipulation, de l'opinion publique. On va aborder la question, des traîtres, de à quel, jusqu'où on peut aller pour, gagner le conflit. Heu, on va avoir des épisodes qui, alors, je dirais pas m'ont fait flipper, mais, pour prendre un exemple, voilà, l'image de en haut à gauche, on voit une espèce de hibou géant, de chouette géant. Heu, en gros, c'est notre équipe de protagonistes arrive dans un endroit qui est gardé par, bah, cette chouette-là, et finalement, voilà, ils veulent, être là pour une information, ce que la chouette refuse parce qu'elle sait très bien que c'est pour aller péter la gueule à des gens, et la dernière fois que quelqu'un est venu lui demander un truc, c'était pour péter la gueule à d'autres gens, et plein de gens, ont souffert de cette information-là. Donc là, il se dit: «Ben non, en fait, vous pouvez genre aller, vous pouvez trouver des trucs, mais cette info-là, je sais que vous la voulez pour avoir l'avantage sur vos ennemis, donc non». Nos héros finissent par avoir cette information. La chouette est pas contente, et en fait, finalement, comme les vraies chouettes dans notre vie, ils ont leur tête quand ils sont, normales, en fait, les chouettes, et quand elles sont en mode prédateur, vont attaquer un truc, et leur visage change, se déforme et deviennent genre méga chelous, et ça, c'est un truc que je déteste. Enfin, en tout cas, sur les chouettes, je trouve ça genre, horrible, et bah, vu que le personnage est une chouette qui fait genre, 7 mètres de haut, voilà, moi j'ai pas kiffé. Il y a vraiment un truc assez, perturbant là-dedans, et oui, comme tu le dis, le mat, il y a aussi, le mille-pattes qui peut voler ton visage. Dans le premier bouquin, quand on est dans le monde des esprits et cetera, il y a un esprit qui s'appelle Ko, le voleur de visage, où en gros, si tu, exprimes une émotion visuellement, enfin avec ton visage devant lui, bah, il te vole ton visage, et voilà, c'est un espèce de, ouais, de gros mille-pattes, arthropode, bien dégueulasse, et je déteste ça, donc là aussi, voilà. On le voit un peu moins que le hibou, c'est pour ça que je l'ai pas mis, mais ouais, en termes de trucs dégueux, on est là aussi. Donc méga flippant. Hem, Ensuite, l'image en haut à droite, ça provient C'est un Genki Dama, non? des tout derniers, on pourrait croire, parce qu'en plus ça fait référence à l'énergie cosmique et tout ça, donc on n'est pas si loin que ça. Mais voilà, c'est, dans les derniers épisodes de la saison, et c'est un peu, voilà, le développement encore de cet aspect spirituel de chaque individu, mais aussi du rôle de l'avatar, de comment, aborder plein d'éléments de notre
il y a des chakras, donc bon, c'est des trucs très spirituels et je connais pas tous les termes, mais voilà, c'est aborder plein d'aspects de la vie via ces points-là, et c'est un peu la voilà, la réalisation de arriver à son plein potentiel, et cetera. Donc voilà, c'est aussi en même temps que de suivre le parcours de Deng, c'est aussi peut-être essayer d'adopter certaines leçons de vie, hein, qui sont pas si complexes que ça. C'est genre c'est des trucs assez simples, mais pour des enfants, c'est des très bonnes leçons, et même en tant qu'adulte, des fois, ça fait pas forcément du mal de se rappeler de ce genre de choses. On a ensuite, en bas à droite, un épisode, que beaucoup de gens apprécient qui s'appelle, alors c'est Zuko Alone, genre Zuko tout seul. Où là aussi c'est un peu, bah, l'occasion de découvrir un peu qui il est vraiment. Surtout que voilà, il est dans une période un peu d'incertitude, vis-à-vis de ce qu'il est, de son camp dans la guerre, de toute sa situation familiale qui est très, très compliquée, je vais pas en dire plus. Mais c'est un peu l'occasion, voilà, de le plonger dans un environnement où il est un peu forcé d'être remis à zéro. Heu, c'est plus le prince d'une nation en guerre, c'est plus un puissant maître du feu, c'est juste, beh, une personne comme une autre dans un village, et c'est un peu essayer de, comment, apprendre à connaître, l'autre côté de la guerre, les conséquences de cette guerre, comment les gens vivent, le fait que, par exemple, leurs enfants doivent partir au front, et cetera. Voilà, un épisode qui est très, très cool et qui finit pas forcément d'une manière, forcément, très, enfin voilà, je pensais que l'épisode finirait un peu mieux. Alors personne ne meurt ou quoi que ce soit, mais je pensais que l'épisode se finirait sur une note un peu moins, amère, et là, ouais, la série prend vraiment le part d'aller au bout de l'intention de l'épisode, qui est vraiment assez, mélancolique, et d'ailleurs, c'est le seul épisode où nos personnages principaux n'apparaissent pas, donc c'est vraiment focus sur lui, et c'est l'occasion un peu, de mieux connaître ses méchants, et mine de rien, c'est bien pour avoir un peu de contraste, de nuances. Et enfin, à gauche, c'est tout l'aspect, explorer, voilà, tout le côté de police politique, manipulation de l'opinion, des individus, où, justement, on a un des personnages qu'on connaît, un personnage secondaire, qui se fait hypnotiser par la police politique du royaume de la Terre, hein, qui sont censés être les gentils, mais là aussi, on essaie un peu de nuancer un peu tout ça. Et dans la capitale du royaume, on a, une police politique au service d'un comment dire, d'un chef, d'État qui n'est même pas le roi officiellement. Donc le roi est c'est un roi, fantôme, c'est un puppet king, enfin un roi marionnette manipulé par cette personne-là, et donc voilà, on a toute une police politique avec des agents infiltrés un peu partout, et cetera. On a des espions. Donc voilà, la série, ose aussi quand même aborder ces thèmes-là, alors que voilà, elle a pour cible des enfants, mais voilà, elle va faire ça, elle va le faire plutôt bien, et donc voilà, cette séance d'hypnose est, assurée par, un agent de la Daily, voilà, c'est le nom de la police, où il dit There is no war in Ba Sing Se, donc il n'y a pas de guerre à Ba Sing Se, qui est la capitale donc. Et voilà, c'est une phrase qui est reprise souvent par la communauté. Voilà. Oui, Matt, t'as raison, inspiration très asiatique, et notamment le Royaume de la Terre, c'est beaucoup plus la Chine, grosso merdo, hein, je caricature un peu, mais le Royaume de la Terre, c'est un peu plus la Chine, c'est le plus grand peuple, même en termes de costumes, ça fait beaucoup plus chinois. La nation du feu, c'est une île qui est beaucoup plus avancée technologiquement, donc ça fait beaucoup plus le Japon. Les tribus de l'eau, c'est les tribus inuits. Voilà, on vit dans la glace, les costumes, le teint de peau, etc. Et les nomades de l'air, c'est le Tibet. Voilà, il y a des moines, c'est très avancé spirituellement, etc. Donc voilà, aspiration très asiatique, et en effet, comme tu dis, et à la fois pourtant très critique de ces sociétés-là. Mais pas que, hein, nos sociétés à nous aussi ont des travers très, communs, hein, donc voilà, on est tous humains finalement. Et voilà, deuxième livre, on accélère pas mal en termes d'histoire. On a des épisodes qui se suivent qui sont très importants. On a le moment qui m'a fait chialer, j'y reviendrai après. Il y a des moments épiques. Voilà, c'est voilà, c'est l'Empire contre-attaque finalement de cette série-là, sur plusieurs points. Voilà, évidemment c'est bien comme l'Empire contre-attaque. Voilà le bingo, pour caser Star Wars dans. Voilà, mon casque s'éteint par moment, voilà, je l'ai rallumé. Livre Bah, 3, s'il s'éteint dès que tu dis Star 3e Wars, et ça dernier va livre. encore. Ben non, justement, parce que vu à quel point je en parle souvent, voilà. 3e et dernier livre, voilà, ce qui est bien, c'est que la série, avait un plan.
et c'est arrêté quand elle le voulait. Donc voilà, on a, voilà, quand vous si alors j'ai dit: «Si vous avez regardé cette série». Quand vous allez regarder cette série, parce que je vais vous y obliger, hein, voilà, flingue sur la tempe, je vais venir chez vous pour vous forcer. Voilà, donc si jamais vous vous lancez dans la série, sachez qu'il y a une fin, qui a été, planifiée, voilà, donc il y a pas dernière saison, je sais pas quoi, ou il y a pas de fin rushée et cetera, c'est la fin, elle est là. Cette troisième saison, c'est un peu le temps un peu de ralentir, surtout en première moitié, un peu de redécouvrir, nos personnages. Il y a eu beaucoup de changements en termes de statu quo et c'est un peu, redéfinir, qui sont nos personnages, comment ils interagissent avec leur entourage, avec leur famille, l leur attitude au niveau de leurs responsabilités, que ce soit Aang au niveau en étant, l'avatar qui est quand même, la personne qui est censée un peu sauver, le monde de cette guerre. Donc voilà, il y a et c'est un peu cette première partie de troisième saison, c'est un peu de réfléchir à tout ça, de résoudre pas mal de problèmes personnels, d'encore explorer le passé d'autres personnages, mais qui se permet aussi avant la fin, elle se permet un peu de temps en temps des parenthèses un peu plus décalées, de proposer un peu d'autres choses. Voilà, en haut à gauche, on a une scène de danse entre Aang et Katara, donc Katara qui est un des personnages du gang principal. Voilà, il s'appelle le Gang, comme Gang et Eng, voilà. Dans un épisode qui clairement reprend Footloose avec Kevin Bacon, voilà, où c'est Aang qui doit réapprendre aux enfants de la Nation du Feu à danser pour un peu les dévergonder, hein, un peu finalement. Donc voilà, on est clairement sur du Footloose. Ça se prend pas trop au sérieux le temps de cet épisode-là, c'est fun, c'est sympa. Euh, on a aussi en haut à droite, je crois que c'est le dernier épisode avant les 4 épisodes finaux, où en fait la série, comme tant d'autres, se paye un peu j'allais dire le luxe. S'offre le fait d'avoir un épisode recap pour un peu résumer tout ce qui s'est passé. Sauf que, évidemment, vu que cette série est trop bien, elle va pas juste faire une succession de clips d'anciens épisodes, elle va re-raconter les événements de la série via une pièce de théâtre regardée par les personnages de la série. Donc évidemment, il y a tout le côté de propagande, d'événements qui ne sont pas réellement passés comme ça. Il y a tout le côté de voir comment la pièce de théâtre arrive à faire certains effets spéciaux, comment simuler les effets de jets de flammes, par exemple, quand des maîtres du feu balancent leur pouvoir, etc. Donc voilà, c'est une manière fun de faire un peu une case obligatoire dans pas mal de ces séries-là. Mais voilà, c'est plutôt drôle, on voit la réaction des personnages, c'est plutôt sympa et ça permet voilà, de respirer avant les 4 épisodes finaux qui envoient sévère quoi. On a aussi à l'opposé, voilà, en bas à gauche, ça provient d'un épisode qui s'appelle The Puppet Master, donc le marionnettiste en gros, qui est sans doute l'épisode le plus voilà, t'as raison Matt, c'est exactement cet épisode-là, mais j'ai pas à le dire parce que voilà, j'ai envie de garder la surprise. Mais voilà, c'est un peu l'occasion de découvrir un peu tous les aspects les plus dark et les plus réalistes en fait finalement, parce que avec ce genre de pouvoir-là, on peut vraiment très vite virer vers des trucs assez dark. Et donc cet épisode-là permet à la fois d'explorer un peu le côté de comment sont traités les prisonniers de guerre, comment se réinsérer après la guerre. Si tu vis dans un territoire ennemi, comment tu vis cette vie-là en fait finalement. Et il y a tout le côté voilà terrifiant de la maîtrise de certaines maîtrises. Enfin toutes les maîtrises peuvent être dangereuses, mais là on explore une maîtrise en particulier. Euh, et cet aspect-là, le plus terrifiant, et là où on a vraiment une vibe très l'épisode se passe dans la nuit, il y a des vieilles qui font flipper, c'est la pleine lune. Enfin voilà, c'est assez. Alors c'est pas forcément toujours très subtil, voilà, comme je dis, c'est pour les enfants. Donc, mais on n'hésite pas à aller dans des sujets assez, ouais, assez plus compliqués que d'habitude. Et par exemple, quand tu es un adulte, quand tu vois par exemple des prisonniers de guerre, tu te dis, par exemple, les femmes, si c'est des prisonnières, tu peux facilement remplir avec ton esprit. Alors, chacun a son esprit et voilà, mais tu peux y voir plusieurs niveaux de comment, par exemple, la Nation du Feu peut traiter leurs prisonniers. Donc voilà, alors la série ne dit clairement qu'il n'y a jamais eu d'abus ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui sont. Quand tu es adulte, tu peux avoir ce niveau de lecture et ça passe quand même parfaitement dans la série. Donc voilà, il y a plusieurs à chaque fois niveaux d'interprétation. Et
En bas à droite, j'ai mis cette image-là, voilà, qui explore la vie précédente, enfin la vie du précédent Avatar et qui, permet d'explorer un peu les raisons du pourquoi de ce conflit-là. Heu, Là aussi, c'est un épisode que j'adore, qui permet un peu de voir aussi, beh, qu'en fait, tout le monde dans la Nation du Feu sont pas forcément des méchants et d'ailleurs cette saison 3 qui se passe principalement dans la Nation du Feu permet d'explorer, beh, les différents peuples dans cette nation-là et de voir que, beh, les gens s'ils sont dans cette guerre-là, beh, c'est ouais, il y a la propagande, certains sont pas d'accord, il y a des dissidents, il y a des gens qui agissent secrètement, voilà, donc voilà, ça permet aussi de encore une fois, d'étoffer ce monde-là, d'étoffer ces personnages-là et de dire, bah, tout le monde n'est pas juste méchant pour être très très méchant. Voilà. Donc voilà. Évidemment, il y a la fin de la série qui est très très bien, à un seul point près, mais ça j'y reviendrai peut-être à la toute fin. Bon, on a une série où les gens arrêtent pas de se battre avec des pouvoirs magiques, hein, grosso merdo. Soit on maîtrise le feu, soit on maîtrise la terre, l'eau ou l'air. Et si dans une série basée sur des gens qui s'inventent avec des pouvoirs, si tes combats sont nuls, ça va être nul très vite. Mais je ne sais pas pourquoi, les gens derrière cette série ont décidé de faire les meilleurs combats dans l'animation occidentale. Voilà, chaque peuple, ont leur style d'arts martiaux, à eux, hein, voilà donc certains vont plus être sur du Muay Thai, d'autres sur du taekwondo, enfin voilà. Donc il y a vraiment des gens derrière qui se sont dit, beh, pour, les maîtres du feu, ils vont être plus dans ce style-là parce que, beh, on va se dire que dans cet univers-là, ils ont appris avec, heu, tel art martial, bon, qui est évidemment revisité pour inclure, que tu puisses, avoir un lance-flamme au bout de la main, voilà. Mais il y a eu vraiment une réflexion derrière où chaque peuple, chaque nation a un style particulier et dans chaque nation, en fonction de certaines personnes, on peut avoir des styles complètement différents. On a, bah, par exemple l'image, en haut à droite, c'est Toph qui maîtrise la terre, sauf qu'elle est aveugle et du coup, bah, tout son style est différent parce qu'elle a pas besoin de voir ses adversaires, mais en fait, elle détecte tout ce qui se passe avec sa maîtrise. Donc c'est un style complètement différent. Mais on a aussi des gens qui maîtrisent l'eau, qui en fonction de là où ils habitent, vont pas du tout avoir le même style. Certains vont être beaucoup plus adeptes avec de la glace, avec de l'eau, même soigner les gens, et d'autres vont être capables de manipuler l'eau dans les vignes, etc. Donc dans toutes les nations, il y a des sous-genres de combats différents et à chaque combat, en fait, c'est bien. En fait, c'est bien animé, c'est bien filmé entre guillemets, c'est bien chorégraphié. Voilà, c'est parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs combats d'animation occidentale. Et même quand il y a des gens qui n'ont pas de pouvoir particulier, quand c'est juste deux gens qui s'affrontent à l'épée, bah là pareil, on se croirait dans un film limite d'action de Hong Kong, voilà, avec des références, avec des gens qui se tiennent sur une jambe, sur des tables en équilibre. Enfin voilà. Les combats, ça tue sa mère. Il n'y en a aucun qui est mauvais, et quand je dis qu'il n'y en a aucun qui est mauvais, il n'y en a vraiment aucun qui est mauvais. Au pire, ils sont bien sans plus, et au mieux, c'est juste des grosses masterclass, aussi bien visuellement qu'en termes de chorégraphie. Donc voilà, les combats, ça tue sa mère. Euh, Comme le disait Zidane, c'est les émotions. Euh, voilà, la série manque pas, comme j'ai dit, on passe pas mal de temps à explorer le passé, les motivations des personnages. Et évidemment, comme c'est bien fait, on est amené à se prendre d'affect pour énormément de personnages, pour des personnages qui sont censés être dans le mauvais camp, mais en fait on se rend compte que c'est pas forcément des mauvaises personnes. Alors évidemment, il y a certains épisodes en bas à gauche notamment qui explorent un peu le parcours de l'animal de compagnie du héros principal, maltraité, blessé, etc. Et évidemment, comme c'est un animal, ça fait du mal à mon petit cœur. Mais pas que. Il y a notamment deux personnages que sont Zuko et Aero. Donc Zuko, c'est le neveu de Aero. Et ces deux personnages-là, c'est vraiment le cœur de la série en termes émotionnels. Voilà, parce ils ont été très bien développés, et individuellement et ensemble. Donc voilà, leur scène de réunion, d'engueulade, etc. À chaque fois, moi, ça m'a pris. Et il y a notamment un épisode qui, à chaque fois que je le regarde, ou à chaque fois que j'entends la musique qui est diffusée durant le moment, on va dire, très fort en émotion, ça me fait chialer, mais littéralement. Là, par exemple, en préparant ces slides-là, je voyais ces images-là et je sentais les larmes venir. Donc voilà, c'est pour dire un peu le pouvoir qu'a cette scène sur moi. Voilà, ça fait partie d'un épisode en deuxième saison.
où en gros, pendant un épisode, on a 4 petites aventures, dans la capitale et on a, l'épisode d'Iroh, qui se met à chanter, voilà pour, faire, voilà pour un peu célébrer l'anniversaire d'un membre de sa famille. Voilà donc c'est un peu pour, pas célébrer son deuil mais, voilà c'est pour, faire son deuil en fait finalement, continuer à faire son deuil. Et voilà, cette chanson-là a le pouvoir de me détruire et de me faire chialer, en moins de 30 secondes, à chaque fois que je la regarde. Donc voilà, c'est aussi émotionnellement ça assure derrière et évidemment la touche c'est que, l'interprète de Iroh, est décédé durant la production de la série et cet épisode-là, donc juste après cette scène-là, il y a un arrêt sur image où, on dédie cet épisode, là à cette, interprète-là. Donc voilà, la petite couche derrière pour bien faire chialer. Donc voilà, si jamais, vous aviez peur que cette série, n'était pas bonne en termes d'émotion, de susciter, voilà, après il y a pas que ça, il y a la joie et tout ça, mais au moins pour faire chialer, la série, elle assure pas mal. C'est les émotions. En conclusion, alors je m'adresse de manière générale, hein, pas, voilà. Heu, les enfants ne sont pas stupides. On peut leur proposer des choses qui sont, intelligentes, qui font réfléchir, qui poussent un peu les retranchements de ce qu'on pensait comme acquis. Alors évidemment sur les âges, on va pas forcément tous comprendre, mais pour les enfants en bas âge, ce sera quand même une série qui est, bien produite, bien animée, il y a des beaux combats et cetera. Mais même pour les enfants un peu plus âgés, les adolescents et les adultes, ça permet, un peu, d'explorer, voilà, on parle de génocide, on parle de police politique, on parle d'endoctrinement, on parle de maladies mentales, voilà, il y a plein de choses comme ça. Notamment, tout avec, le pays de la Nation du Feu, on leur apprend qu'on est la plus grande puissance, on est merveilleux, on est fantastique et en fait, via certains personnages, on se rend compte que, finalement non, en fait. Donc là, je pense à tous les enfants américains qui ont regardé cette série, j'espère que ça leur a peut-être fait un déclic, hein, vis-à-vis de leur propre pays, mais pas que, hein, même le nôtre, hein, d'ailleurs, voilà, je peux cracher sur les Américains, mais il faut être aussi honnête envers soi-même, enfin envers notre pays. Donc voilà, ça aborde plein de choses différentes. Il y a plein de niveaux de lecture différents. Heu, voilà, faites confiance à vos enfants, et quand on leur fait confiance, on fait des séries comme ça et on mériterait d'avoir une série comme ça. Donc voilà. Brièvement, voilà, la meilleure série à découvrir pour soi-même ou même pour les enfants. Donc là, pour le coup, je peux t'adresser, plus à toi. Alors ça dépend, je sais pas quel âge ont tes enfants, mais si jamais un jour tu cherches une série à leur faire Alors, la regarder plus et en grande même a temps, 5 ans. à Et c'est bien que t'en découvrir. parles parce que j'allais te poser la question. 5 ans, c'est encore un peu tôt. J'attendrai 7-8 ans, Ok. à peu près. Où là, c'est vraiment, je pense que c'est un bon âge où elle va peut-être pas tout capter, mais je pense que elle va quand même, avoir quand même le gros de la série. Et oui, clairement, que ce soit et pour les adultes et pour les enfants, je recommande à mort. Et oui, voilà, j'ai fait une petite parenthèse. Oui, j'ai vu La Légende de Korra, je trouve que c'est plutôt cool. J'en parlerai une prochaine fois, mais voilà, j'ai vu que Matt, et Sokalaev vous en parlez tout à l'heure, mais oui, voilà, j'aime beaucoup aussi. Et évidemment, oui, j'attends tous leurs projets, alors c'est Konietzko et Di Martino. Voilà, tout ce qu'ils font dans cet univers-là, je suis, avec grande attention. Et voilà, je crois qu'il y a un film qui va sortir. Il y a d'autres séries aussi, donc voilà, Donc, c'est pas un il y a me univers tarde. qui Voilà. s'arrête, quoi, disons. La série, la première série, Euh, le premier dessin animé est fini, il y a clairement une fin, mais il y a encore des projets, c'est ça? ouais. Ouais, la première série se suffit à elle-même. Et après, voilà, il y a une deuxième série qui s'appelle La Légende d'Okora qui suit, du coup l'Avatar d'après. Donc là, c'est un peu plus important d'avoir regardé ce qui s'est fait avant. Mais par exemple, voilà, le dernier Maître de l'air, tu peux t'arrêter là et ne jamais rien regarder. Et puis voilà. Et puis oui, il y a d'autres trucs qui ont été annoncés, donc et j'espère que ce sera bien. J'espère. Et oui, moi aussi, j'ai énormément débordé. Mais bon, je pense que comme toi avec Senseiya, j'adore cette série, donc je pense Ah oui, que c'est on quand blablabla quoi. c'est un peu le principe de, ouais, de cette rubrique, hein. C'est vrai que si on en parle, c'est forcément qu'elle nous a touchés. Et donc, forcément, on a un million de choses à dire. N'hésitez pas sur le chat, visiblement, vous connaissiez nos deux propositions, mais n'hésitez pas à nous dire quel est votre avant-après à vous, donc au niveau des dessins animés pour cette fois. Si tu as fini, je vais couper l'enregistrement. Du coup, Oui, tout à fait.